Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. La plus célèbre photographie de guerre de l'histoire américaine a été prise ici le 23 février 1945. La scène a été également enregistrée par Bill Genaost, un caméraman des Marines. Son film fera le tour du monde, mais lui l'ignorera. Il sera tué quelques heures après avoir tourné ces images. Les Japonais se retranchent à l'autre extrémité d'Iwo Jima. Il faudra près de 3 mois de combats enragés pour les déloger d'une colline fortifiée. Les Marines la surnomment le hachoir à viande. Une fois encore, c'est la supériorité de l'armement américain qui fait la différence. On est loin du début de la guerre lorsque les soldats s'entraînaient au fusil sur des cibles. C'est désormais une débauche de poudre et de feu. Les Marines vont perdre la moitié de leurs effectifs. 26 000 blessés, 6 800 morts. Sur le terrain, les antennes médicales sont débordées. Les médecins doivent dans l'urgence faire le tri entre ceux qu'il faut opérer au plus vite et les trop grands blessés qu'on ne peut que laisser mourir. Les sulfamides enrayent l'infection, le plasma sauve les vies, la morphine calme les cris. Ces garçons, à peine sortis de l'école, croyaient vivre une belle aventure patriotique. Ils se réveillent dans un cauchemar sanglant. Les Japonais ont une fois de plus préféré les attaques suicides à la défaite. Ils se battent pour mourir, disent les GIs. Nous nous battons pour survivre. Les valeurs qu'on leur a inculquées ne les ont pas préparés à affronter des hommes qui font du suicide une vertu. Même leur foi, qu'ils soient catholiques, juifs ou protestants, leur rend indéchiffrable le comportement de ces adversaires qui marchent stoïquement à la mort. Ce qu'ils découvrent, c'est que les Japonais font corps avec leur nation, leur tradition, leur empereur, Dieu, qu'ils mènent une guerre sacrée. Aux États-Unis, l'hostilité contre les Japonais est moins virulente depuis la création du 442e régiment d'infanterie. Des Japonais américains, issus des camps d'internement, ont informé le Pentagone qu'ils étaient volontaires pour rejoindre l'armée. Ils souhaitent former un régiment de combat. Leur slogan, « Nous croyons en une Amérique qui ne croit pas en nous ». Installé dans le Mississippi, le 442e régiment d'infanterie deviendra, par rapport au nombre de ses membres, le corps le plus décoré de l'histoire militaire américaine. Sur les plages du Pacifique, l'Amérique donne la mesure de sa prospérité, de ses ressources inépuisables, en abandonnant sur place des tonnes d'armes, de nourriture, de matériel, à peine la conquête terminée. Iwo Jima, aux mains des marines, servira désormais de terrain de secours. Les bombardiers P-29, les superforteresses volantes, endommagées au-dessus du Japon, sont souvent incapables de rejoindre leur base. Pendant des mois, les équipes de l'île verront se présenter des avions criblés de balles, à court de carburant, train d'atterrissage bloqué. « 2400 bombardiers feront des atterrissages d'urgence sur cette piste.
Dans cet appareil, un seul homme a pu être sauvé sur les 11 membres d'équipage. Partout, la lutte se poursuit en Extrême-Orient. Des portes de l'Australie aux frontières de l'Inde, de la Birmanie jusqu'en Nouvelle-Guinée, des Philippines à Bornéo. Les Anglais chassés de Rangoon ont trouvé refuge ici, au nord de la Birmanie. Isolés, enlisés, réduits à la défensive, ils ont cependant raison de ne pas perdre espoir. Les Japonais, un temps considérés comme des libérateurs et des adversaires du colonialisme par les populations locales, vont les voir se retourner contre eux. Ils sont très vite détestés à cause de leurs exigences économiques écrasantes, de leur brutalité, des représailles, des exécutions. En Birmanie, la population des hauts plateaux, les Kachin, a subi les pires atrocités. Ils ont rejoint l'OSS, les services secrets américains infiltrés à l'arrière des lignes japonaises. À leur côté, ils mènent une guérilla implacable. Cette résistance est ravitaillée à partir de l'Inde en vivres, en armes et en munitions par les parachutages des Dakota américains. Le point noir, c'est que les parachutes signalent leur présence aux Japonais. Il faut tout récupérer au plus vite et disparaître. Leur objectif, c'est de reprendre la route de Birmanie. Elle avait demandé 2 ans de travail à 100 000 Chinois. Elle ravitaillait la Chine en lutte contre l'envahisseur japonais. Début 1945, après 2 ans de harcèlement, les Kachin et les Américains finissent par chasser les Japonais. Chaque mois, des centaines de tonnes de munitions et de carburant empruntent à nouveau cette route de 1000 km de long. Elle voit passer jusqu'à 2000 véhicules par jour en direction de Chungking. Chungking, c'est la capitale que s'est donnée Chiang Kai-shek, le nationaliste. Avec les communistes de Mao, il fait front commun pour combattre l'occupation japonaise. La ville le paie cher, elle est sans cesse victime d'attaques de l'aviation nippone. On a affirmé que Chungking détenait le triste record des villes les plus bombardées de la Seconde Guerre mondiale, avec 268 raids aériens. À l'autre extrémité du front, en Papouasie, un cinéaste amateur anglais, le correspondant du Times, William Courtney, s'est offert une caméra et des films Kodachrome. Sa vision du Pacifique en 1945 est tout autre. Ce Pacifique, qui mérite enfin son nom, c'est celui que tous avaient en tête avant de partir de chez eux. Des îles exotiques, des aventures dans les mers du Sud. C'est aussi ce qu'imaginaient les marins du Franklin qui se détendent à Waikiki avant d'embarquer sur leur porte-avions. Et pourtant, en mars 1945, le Pacifique leur réserve un destin tragique. Le Franklin fait route vers le Japon, emportant à son bord 3500 marins et aviateurs. Le 19 mars 1945, alors qu'il prépare des manœuvres d'appontage, un bombardier en piqué japonais, dissimulé par les nuages, lâche 2 bombes perforantes au milieu du pont d'envol. Le feu approche rapidement les réserves d'essence pour avions. Il fait exploser des compartiments à munitions.
Une explosion arrache l'ascenseur à avion de 32 tonnes. Il est projeté en l'air et s'effondre au milieu d'une colonne de gaz brûlant. Des centaines d'hommes sont pris au piège dans les ponts inférieurs. Ceux qui étaient sur le pont d'envol ont été projetés par-dessus bord. Beaucoup sont noyés. Le navire commence à s'incliner. Les survivants se préparent à l'évacuation. L'équipage est aux prises avec l'incendie lorsqu'un chasseur japonais plonge à nouveau sur le Franklin pour lui porter le coup de grâce. Une pièce de DCA parvient à l'abattre. Le croiseur Santa Fe et le destroyer Hugh tentent de lui porter assistance et de contenir le feu. Les pompes à incendie fonctionnent, les chaudières ont été épargnées, le navire peut se déplacer à vitesse réduite, on décide de le sortir de la zone des combats. On dénombre 724 morts à bord du Franklin. Le porte-avions rentre vers les États-Unis en abandonnant à l'océan ses morts et ses décombres. À son retour, il croise dans le port de New York une autre victime du feu, le paquebot Normandie, qui attend d'être dépecé par les ferrailleurs. Le Franklin livre au regard des New-Yorkais ce que les communiqués de victoire négligent de mentionner. Le Pacifique reste un enfer sur terre et sur mer. Le fossé s'est élargi peu à peu entre ces hommes qui se font tuer et une Amérique en plein boom économique. Après les années de la Grande Dépression, la guerre a donné un formidable coup de fouet à l'industrie. Les affaires sont florissantes, les lois antitrust suspendues. À 81 ans, Henry Ford célèbre le boom de ses productions destinées à l'armée chez lui à Lakeshore, dans le Michigan. Longtemps pacifiste et isolationniste, Ford a mis tous ses moyens de production au service de l'armée. La construction de voitures particulières a été abandonnée. Ford ne sort plus que des Jeeps de ses usines de Détroit, il va en livrer plus de 200 000. Grâce aux commandes de guerre, il a fait construire une usine d'assemblage de plus d'1,5 km. Les bombardiers B-24 Liberator en sortent au rythme d'1 par heure. Les géants industriels et le monde des affaires soutiennent sans réserve la croisade présidentielle pour la démocratie. Au printemps 1945, il ne reste plus qu'un territoire à conquérir, l'île d'Okinawa, l'ultime rempart du Japon, sa dernière ligne de défense. Les soldats américains craignent le pire.